Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel agro-webinaire du mardi. Aujourd'hui, on traite de la thématique santé globale et on va parler d'un sujet important, évidemment, qui est le bien-être des animaux d'élevage. Et pour cette session, nous avons le plaisir d'avoir trois personnes grands spécialistes. D'une part, Alain Boissy, qui est directeur de recherche INRAE et surtout directeur du Centre national de référence sur le bien-être animal. Isabelle Bouvarel, qui est directrice de l'ITAVI, l'Institut technique de l'aviculture, et Luc Mounier, qui est professeur avec AgroSup et titulaire de la chaire bien-être animal. Et donc, avant de leur donner la parole, je vous rappelle que vous avez toujours deux possibilités d'utiliser, d'interagir avec nous. Le premier bouton que vous pouvez utiliser dans la bannière de Zoom, c'est le bouton discussion qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Le deuxième bouton que là, on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton Q&R pour questions-réponses. Très important que vous posiez vos questions au fil des interventions. Ça me permet de les analyser et de préparer la séance de réponse. Donc, je vous remercie de bien noter que cette rubrique questions-réponses est celle où il faut poser vos questions parce qu'à chaque fois, il y en a qui se trompent, qui la posent dans la discussion et je peux après les oublier. Je vais donc donner la parole à Alain qui va installer son diaporama pour vous donner le point de vue de la recherche et en particulier l'état de l'art dans les questions du bien-être des animaux d'élevage dans les pratiques évidemment d'élevage. Donc je laisse Alain présenter sa première intervention. Merci Alain, à toi. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous voyez bien le diaporama. Très bien. J'introduis tout de suite mon intervention, le bien-être des animaux d'élevage, un bref aperçu des avancées de la recherche en 10 minutes. Il faut savoir qu'au cours des 20 dernières années, la recherche s'est beaucoup intéressée à la nature sensible et à la nature consciente des animaux d'élevage essentiellement. J'en veux pour preuve cette première expertise collective sur les animaux, intitulée Douleurs animales, qui a rassemblé en 2009 une douzaine de chercheurs de disciplines différentes pour mieux comprendre les douleurs chez les animaux et démontrer au travers d'analyses bibliographiques que les animaux ressentent la douleur. Et pour mieux gérer la douleur, la règle des 3 S avait été instituée: supprimer la source de douleur, substituer les pratiques et soulager la douleur inévitable. Ce qui fait un peu la démarche maintenant dans les protocoles expérimentaux, soumettre au comité d'éthique. Une seconde expertise collective, toujours portée par l'INRA, sur la conscience animale, cette fois-ci pour définir, au travers d'une approche pluridisciplinaire, la conscience comme étant définie comme étant l'expérience subjective que l'individu a de son environnement, de son propre corps et ou de ses propres connaissances, mettant en avant la réflexivité de l'animal, sa capacité à être en réflexion et non plus seulement en réaction comme on le mentionnait auparavant. Ainsi, la conscience est à la base des capacités d'adaptation et de prise de décision de l'animal, et elle conditionne la façon dont l'animal est capable de ressentir la situation à laquelle il doit faire face. Ceci nous a amené à revoir en fait la conception du bien-être animal, du fait que reconnaître une sensibilité et une conscience chez les animaux devait donc nous faire appréhender différemment cette définition du bien-être animal. Autrement dit, assurer une bonne santé, un bon logement ou un niveau de production satisfaisant est certes nécessaire, mais non suffisant pour assurer le bien-être des animaux. Et il faut essentiellement se soucier du ressenti émotionnel de l'animal.
Ce qui a amené l'ANSES en 2018 à proposer une définition réactualisée du bien-être, le bien-être d'un animal étant l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins à la fois physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Et cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. En fait, cette approche globale a nécessité la mise en place d'une évaluation multicritère du bien-être. Et je cite ici le protocole défini par le projet européen qui a rassemblé plus d'une quarantaine d'équipes dans les années 2006-2010 en définissant 4 principes. L'alimentation, enfin basée sur une bonne alimentation, un bon logement, une bonne santé et un comportement en adéquation avec le comportement attendu pour l'espèce en question. Et ces principes sont déclinés en 12 critères que je cite rapidement ici pour l'alimentation, par exemple l'absence de faim prolongée ou l'absence de soif prolongée. Pour le logement, que ce soit le confort de couchage, le confort thermique, la facilité de se mouvoir, la santé, donc bien sûr l'absence de blessures, l'absence de maladies, mais également l'absence de douleur dans le cas des pratiques d'élevage. Et enfin, l'appréhension du comportement, que l'animal soit en mesure de pouvoir exprimer les comportements sociaux, de possibilités d'exprimer d'autres comportements qui sont propres à son espèce et de pouvoir exprimer là aussi une bonne relation avec l'éleveur notamment et être capable de pouvoir exprimer des états émotionnels positifs. Alors, ces critères sont appréhendés au travers d'indicateurs de terrain, des mesures. Tout d'abord, des indicateurs basés sur l'environnement, et c'est la notion de bien-traitance, c'est-à-dire les actions entreprises par l'homme en vue d'assurer son bien-être, le bien-être de l'animal. Donc, on va parler d'obligation de moyens, et puis des indicateurs basés cette fois-ci sur les animaux, et on parlera cette fois-ci bien de bien-être en fonction donc de la définition présentée précédemment, qui est en fait le moyen d'appréhender le ressenti réel des animaux. Et on parlera ici d'obligation de résultat. Alors, il est nécessaire de pouvoir combiner les deux approches. D'une part, évaluer l'environnement à partir de ces indicateurs de ressources d'environnement, et là permettant d'identifier quels sont les facteurs de risque d'atteinte du bien-être. Et puis, évaluer les animaux à partir de ces indicateurs basés donc directement sur les animaux qui sont en mesure de nous donner en fait la possibilité de détecter des troubles, des problèmes d'atteinte du bien-être. Alors, quels sont ces indicateurs basés sur les animaux? Eh bien, c'est le comportement, c'est la physiologie, notamment au travers de la physiologie du stress. C'est également des mesures liées à la production sur les aspects zootechniques. Et puis, c'est les mesures de santé. Et ce petit schéma, en fait, montre la sensibilité plus forte des mesures de comportement par rapport aux autres indicateurs. Donc, il mentionnait ici une intensité de plus en plus croissante pour effectivement voir une altération des indicateurs, d'abord de comportement, puis de physiologie, de production et de santé. À titre d'illustration, sur ces indicateurs comportementaux, eh bien, c'est la modification d'un comportement normal, comme ici, vous voyez, ces vaches laitières dans des logettes, et en fonction de la posture de l'animal, eh bien, on peut appréhender en fait une notion d'inconfort chez l'animal, comme sur ces trois photos, où vous voyez que du fait de l'étroitesse et surtout de la petitesse de la longueur de la logette, l'animal est obligé en fait d'empiéter sur la partie mobile pour les animaux et donc avec des risques d'inconfort et puis d'atteinte aussi au niveau de risques sanitaires. Ça peut être aussi au niveau de la modification des rythmes d'activité.
Ici, vous avez un exemple de rythme d'activité, la courbe en bleu ici, qui montre sur des vaches laitières. En abscisse, ce sont les heures au cours de la journée. On voit que la courbe en bleu montre peu d'activité avant le début de la matinée, et puis un pic d'activité dans l'après-midi avant de retomber. Alors que quand on a affaire à des vaches qui sont donc en submamite, donc qui vont déclarer des mammites quelques jours plus tard, eh bien, on s'aperçoit que ces vaches ont un comportement qui est une activité qui est beaucoup plus importante au cours de la journée, contrairement donc à des vaches non atteintes de mammites, qui permet de voir que ça peut être cette modification du rythme d'activité peut être un signe préclinique très important à appréhender. Et enfin, une autre illustration d'indicateurs comportementaux, c'est l'apparition d'activités anormales, comme ici, vous est présenté sur les jeux de langue chez les boucheries, donc quand les animaux étaient élevés en cases individuelles. Ça nous amène en fait par rapport au programme et au projet Welfare Quality, les protocoles développés dans le cadre de ce projet, à une illustration ici montrant un certain nombre d'indicateurs comportementaux qui sont utilisés pour avoir une évaluation globale à partir d'une évaluation multicritère. Ça représente à peu près 33 mesures et avec un certain nombre de mesures directement observées sur l'animal, l'état corporel, la capacité de couchage, l'accès ou non à la pâture, les boiteries comme vous avez ici sur cet animal voûté, ou la réaction à l'homme. Et ceci nous montre bien comment on peut appréhender ces 12 critères et les 4 principes au travers notamment de ces indicateurs mesurés directement sur l'animal. Ceci a amené donc à définir différents protocoles basés sur ces 12 critères et notamment des indicateurs basés sur les animaux, spécifiques à chaque espèce, ici sur les bovins, sur les porcs et sur les volailles. Et puis, dans un second programme européen, ça a permis de développer d'autres protocoles plus spécifiques aux moutons, aux chèvres et aux chevaux notamment. Ça m'amène à la conclusion, à quelques éléments de conclusion, pour vous rappeler que donc, la recherche a permis de montrer que les animaux sont des êtres sensibles et conscients, qu'il est bien intéressant de distinguer le concept de bien-être avec sa nouvelle définition par rapport au concept de bien-traitance correspondant aux actions que l'homme entreprend, mais qui n'est pas l'évaluation même du bien-être, et que cette évaluation du bien-être, il n'y a pas d'indicateur unique, malheureusement, hein, c'est une approche multicritère, avec des sensibilités différentes des indicateurs basés sur les animaux, et il n'y a pas de protocole unique non plus, et il est nécessaire d'adapter ces protocoles d'évaluation aux caractéristiques des animaux et à leurs conditions de vie. Les recherches en cours sur le bien-être, pour vous donner un aperçu finalement actuellement de l'état de la recherche, c'est s'orienter vers une meilleure compréhension des émotions positives dans un objectif d'amélioration de la qualité de vie des animaux. C'est de s'intéresser aussi aux interfaces entre la santé physique des animaux et leur état de bien-être, l'un pouvant impacter plus ou moins sur l'autre. Et puis, ça ceci dans une optique de gestion intégrée de la santé, c'est intéressant. Et puis également, donc, de s'intéresser aux relations qu'il y a, hein, les relations intimes qu'il peut y avoir entre la qualité de vie des humains, de l'éleveur, la qualité de travail, son ressenti, sa satisfaction, sa facilité de conduite, et le bien-être des animaux pour aller vers ce concept nouveau d'un seul bien-être, en anglais One Welfare. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la main maintenant à ma collègue Isabelle Bouvarel. Merci beaucoup, Alain. Effectivement, on va maintenant aborder les choses sous un angle plus des pratiques d'élevage en prenant l'exemple de l'élevage avicole. Et donc, pour cela, on a la directrice de l'ITAVI. Isabelle, c'est OK, on voit bien. À vous. Il faut mettre le son, Isabelle. Il faut mettre votre son. Voilà. Voilà.
c'est mieux comme ça. C'est mieux. Ben, merci et bonjour à tous. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous expliquer la démarche qu'on a eue à l'ITAVI depuis à peu près l'année 2014, dans un contexte en fait au niveau international, européen, qui allait vers des obligations de résultats. Alain l'a expliqué, avec des mesures sur les animaux. Alors qu'on était dans une situation, on a des directives, notamment sur la poule pondeuse, qui imposent des moyens avec des cages aménagées, ou une directive poulet de chair qui impose des résultats, mais plutôt en termes d'ambiance des bâtiments, des choses comme ça, mais pas de mesures sur les animaux. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne les devants et aussi qu'on sensibilise les filières à cette question-là. Donc, c'est une démarche volontaire qui a assemblé toutes les filières de production avicole et cunicole également. Et donc, on a développé cette méthode ébène pour évaluer le respect des principes du bien-être des volailles. Et on est parti de ce que nous a présenté Alain tout à l'heure, de la méthode Welfare Quality. On a utilisé son cadre conceptuel et également la méthode AWIN avec sa méthode qui porte surtout sur des indicateurs plutôt sanitaires et pas comportementaux. Là, ce qu'on voulait, c'est qu'on envisage le bien-être sous toutes ses dimensions. Il fallait que la méthode puisse être faisable par les opérateurs, donc par les éleveurs, les techniciens. Donc, on a établi un cahier des charges, donc il fallait que ça se fasse en moins d'1 heure, fiable bien sûr, et complète, donc avec toutes les dimensions. Donc, on a travaillé avec une centaine de personnes au total. Ça a été assez lourd avec un groupe projet ITAVI et un cercle de professionnels à qui il a fallu qu'on explique toutes ces dimensions et finalement, pour qu'ils adhèrent à la démarche aussi, qu'ils reformulent les principes, critères qui étaient établis dans le Welfare Quality. On s'est associé bien sûr à la recherche pour valider un certain nombre de choses en termes de méthode, de définition des indicateurs, de manière aussi de les mesurer. Et également, donc, on avait un autre cercle un peu plus large, société, avec des représentants de la société civile, mais aussi de la filière jusqu'à la distribution, la restauration hors domicile et l'administration. Donc, le cadre conceptuel est celui de Welfare Quality avec les nuances de certaines reformulations. Et donc, on prend bien en compte toutes les dimensions, y compris le comportement de l'espèce, donc avec 4 grands principes, 12 critères, et on a abouti à une vingtaine d'indicateurs dont on a essayé de faire au maximum, on a essayé d'avoir des indicateurs qui soient mesurables sur les animaux et partagés par tous. Donc, cette méthode se réalise en moins d'1 heure. Elle permet, grâce à une application numérique sur un smartphone, d'aboutir directement aux résultats. Donc là, vous avez la présentation des résultats par critères et la possibilité au sein d'une organisation de production, lorsqu'on a une organisation de production ou un pool de résultats, de pouvoir positionner les résultats de l'éleveur par rapport à ses collègues au sein de l'organisation de production. Et pour les critères et les indicateurs dont les notes ne sont pas très bonnes, on a un certain nombre de conseils qui sont donnés, par exemple sur la vérification du matériel d'alimentation d'abreuvement, sur la gestion de l'ambiance, sur la qualité de la litière. Suite au développement de l'application et l'utilisation par un certain nombre d'éleveurs, on a fait une petite enquête pour essayer de voir comment cette application était perçue par les éleveurs. Vous avez ici une photo avec un éleveur de poulet de chair. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est facile à utiliser, à télécharger, la création de compte est plutôt simple. On navigue facilement, c'est assez ergonomique dans l'application. On comprend bien les différentes étapes du protocole et l'aspect paraît satisfaisant.
L'intérêt pour les éleveurs, c'est se remettre en question et de pouvoir identifier des axes d'amélioration et de faire mieux. C'est une méthode différente de celle qui est utilisée classiquement avec des techniciens qui vont donner des conseils. C'est un outil aussi de dialogue avec une tierce personne, que ce soit un technicien ou un vétérinaire, en fonction des résultats qui sont obtenus, pour essayer d'envisager des axes de progrès. Et ce qui ressort de manière unanime, c'est que l'étape la plus intéressante, c'est l'observation des comportements, puisque finalement, les autres types d'observations, notamment sanitaires, qui sont faites, correspondent à ce qui est fait de manière classique par un éleveur. En revanche, l'observation des comportements, elle n'était pas codifiée. Et bien sûr, il observe ses animaux, mais là, ça va un petit peu plus loin. Ça leur apparaît aussi l'étape la plus difficile, parce qu'il y a besoin de bien identifier ces comportements, d'avoir une définition en face. Il faut avoir une petite formation pour pratiquer et bien faire ces observations correctement. Ce qui était dit aussi, ça permet de s'arrêter pour observer les comportements. C'est des choses qu'il ne faut pas forcément en temps normal, pas en tous les cas pendant cette période de 15 minutes d'observation. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les élevages? Aujourd'hui, il y a une forte pression sociétale. Je vous ai parlé en introduction plutôt de contexte de pression, on va dire plutôt réglementaire. Aujourd'hui, on est plutôt dans une pression sociétale avec des consortiums d'ONG qui agissent de manière assez forte, notamment pour le poulet de chair au travers de l'European Chicken Commitment qui impose qui a un cahier des charges qui impose un virage très important en termes de production de poulet de chair standard. Vous avez aussi l'initiative And the Cage Age qui va aussi modifier un certain nombre de choses. Et dans ce cadre-là, en fait, la grande distribution s'est engagée pour à peu près vers 2026 à produire les marques distributeurs selon le cahier des charges European Chicken Commitment, qui impose des changements de souche, de génétique, de densité d'animaux et aussi également d'utilisation d'un certain nombre d'enrichissements du milieu et la présence de lumière naturelle. Et l'utilisation de l'application Eben en fait, permet de mesurer, d'objectiver les modifications qui sont engendrées par ces enrichissements. Donc là, vous avez un exemple sur une petite trentaine de lots d'élevage de poulets de chair avec des changements de pratiques. Donc des bonnes pratiques qui est par exemple de faire une seule phase de nuit, puisque la réglementation impose 6 heures de nuit, mais ça peut être fractionné en 4 heures et 2 heures. La présence de lumière naturelle, et la présence d'objets à picorer. Et vous avez ici des scores, ce sont des notes de 0 à 5, 5 étant la meilleure note, d'un certain nombre de comportements. Et on peut observer, alors donc là c'est en termes c'est représenté en nombre de pratiques. Donc en rouge foncé, il n'y a pas de bonne pratique. 1, 2 et 3 pour la verte, bonne pratique. Et on voit qu'on a une amélioration de l'expression d'un certain nombre de comportements, que ce soit les interactions sociales positives, l'exploration, le toilettage et les bains de poussière, lorsqu'on améliore ces pratiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on impose les cahiers des charges imposent un certain nombre de choses sans qu'il y ait forcément un retour sur les performances zootechniques. Et cette méthode permet justement d'objectiver et de voir finalement ce que ça apporte en plus par rapport aux pratiques qu'il pouvait y avoir avant. Là, vous avez un autre exemple d'utilisation de la méthode Eben avec l'utilisation de perchoirs en élevage de poulets, ce qui nous a permis de comparer un certain nombre de dispositifs qui peuvent être utilisés aujourd'hui sur le terrain, que ce soit des plateformes donc, qui sont assez larges, des perchoirs linéaires ou en A et des bottes de paille également. Donc, ça permet de voir, d'observer les comportements et de regarder si ça permet bien le perchage, le repos et le toilettage. Et on interroge aussi toujours les éleveurs sur leurs ressentis. Si on prend l'exemple des plateformes, par exemple, là, ce qui nous est dit, il y en a un qui nous dit « j'étais un peu sceptique, mais au final,
les poulets, ils adorent ça, c'est constamment utilisé. Il y a tellement de poulets perchés qu'on ne voit même plus la surface de la plateforme. Ça me fait plaisir de les voir perchés, on voit qu'ils aiment ça. Par contre, les déplacer, c'est une vraie galère et quand c'est beaucoup trop gros, alors certains dispositifs sont trop lourds pour être déplacés, notamment par une femme seule, etc. Et les bottes de paille aussi qui présentent un certain nombre d'intérêts dans les élevages. Donc, cette méthode ébène, elle nous a permis de qualifier un certain nombre d'enrichissements, des enrichissements pour le perchage, pour l'exploration, pour l'hygiène, et donner un certain nombre de recommandations aujourd'hui, puisque aujourd'hui, beaucoup de décharges fleurissent et ça permet de donner des indications sur des choses qui peuvent être utiles pour la filière, sachant que, bien sûr, c'est la multiplication des types d'enrichissement, la complexification du milieu qui vont être intéressants pour l'état mental et physique positif des animaux. Et puis également, prendre en compte l'avis des éleveurs, puisque c'est eux qui pratiquent. Donc, avec, on l'a vu dans les verbatims tout à l'heure, des avis plutôt positifs pour la mise en place des enrichissements, puisqu'ils voient leur volaille exprimer un certain nombre de comportements, et des points d'attention, que ce soit au niveau du prix, la charge supplémentaire, et la charge de travail qui peut être occasionnée par l'utilisation de ces enrichissements. Donc, pour conclure, la transition vers plus de bien-être, elle doit prendre en compte les animaux, mais aussi les éleveurs. Donc, il faut bien prendre en compte le bien-être dans toutes ses dimensions. Mais la prise en compte de ces dimensions, elle doit être expliquée. Aujourd'hui, il y a certainement un déficit d'informations sur. Il faut donner du sens à ces changements, expliquer quels sont les besoins physiologiques, mais surtout comportementaux des animaux. Et également, bien sûr, pour les éleveurs, il faut que ces efforts soient bien sûr rémunérés. Et ce qu'il en ressort, bien sûr, ce qu'il en ressort, et je vais passer la main à Luc, c'est on a besoin de renforcer l'éducation en matière de bien-être animal, que ce soit chez les jeunes, mais aussi chez les éleveurs actuellement. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Je passe la main à Luc. Ouais, pardon, bonjour à tous. Excusez-moi, ça avait changé d'écran. Oui, et puis moi j'avais éteint mon micro et du coup je te non, parlais et mais tu ça avait m'entendais pas. changé d'écran et voilà. Donc effectivement, je vais vous parler de la formation, un outil nécessaire à une amélioration du bien-être animal. Donc Alain nous a présenté l'importance de la recherche scientifique pour apporter des connaissances scientifiques. Isabelle nous a montré comment ça pouvait être adapté sur le terrain via le protocole EBEN. Et moi, je vais essayer de vous montrer comment la formation permet de diffuser sur le terrain et comment cette formation, elle est essentielle et essentielle notamment à différents points de vue. Premièrement, la nécessité d'appréhender les nouvelles connaissances, hein, on l'a vu avec les différentes notions, d'avoir un langage commun entre les différents intervenants, de changer les pratiques sur le long terme et enfin de donner du sens aux évolutions. Et donc tout ça, c'est des points que Alain et Isabelle ont abordés et que je vais essayer de décliner. Alors, pour appréhender de nouvelles connaissances, on a vu, Alain, on a fait un rapide historique. L'évolution des connaissances est assez récente. Il y a des notions qui sont apparues. La notion d'animal être sensible versus animal productif, les capacités cognitives des animaux. Et puis, la nécessité d'avoir des indicateurs qui soient basés sur les animaux. Il nous a parlé du comportement, de la physiologie, etc. Versus des indicateurs qui soient basés sur les ressources, quand mesurer les logettes, quand mesurer des tailles de pièces. Et donc, ça, c'est des connaissances qu'il faut apporter aux éleveurs et on a une nécessité de formation à ces différentes notions. On ne peut pas les apprendre comme ça quand on ne les a jamais vues. Donc, la formation, elle doit déjà avoir cet objectif-là d'apporter les nouvelles connaissances, alors que ce soit aux capacités cognitives ou à l'observation des animaux, mais je ne reviendrai pas dessus. Alain en a déjà largement parlé. Le deuxième intérêt d'avoir des formations, c'est d'avoir une nécessité d'avoir un langage commun. On a de nombreux intervenants en élevage, des éleveurs, des techniciens, Isabelle en a parlé, des vétérinaires, des fois du grand public qui s'intéressent à ces notions-là et qui s'intéressent de plus en plus à ces notions-là.
d'où l'importance d'avoir un langage commun. Alors là, j'ai mis bien-être animal et je l'ai mis en chinois. Si on ne se parle pas de la même manière, ça va être un peu compliqué. Et pour ça, les formations, elles doivent être absolument construites dans un esprit de co-construction. Alors, Isabelle l'a dit pour les outils ébène, ça a été co-construit, mais les formations, c'est pareil. Il faut que ça soit co-construit. Et nous, on a un exemple à la chaire bien-être animal avec la SNGTV, les vétérinaires, pour co-construire et avoir le langage commun. Deuxième élément qui est important, c'est d'avoir des formations qui sont mixtes, théoriques et pratiques. Parce que on a des notions qui sont théoriques, mais qui doivent être appliquées, avoir une application en élevage. Donc, il faut absolument aller vers des formations qui soient mixtes, théoriques et pratiques. Et puis, plus largement, ça aussi, Isabelle a parlé d'éducation. Il me semble que c'est extrêmement important. Il faut faire une sensibilisation et une éducation large et essayer de ne pas toucher que les professionnels qui interviennent tous les jours dans les élevages. C'est la cible prioritaire, mais les autres sont également importants. Et donc là, c'est ce qu'on essaye de faire via la chaire bien-être animal, mais ce qu'on va essayer aussi de faire via le CNR bien-être avec une plateforme de ressources pédagogiques qui devrait être prochainement disponible. Troisième élément, c'est que ces formations, elles doivent faire évoluer les comportements, mais c'est souvent pas suffisant. Là, j'ai pris l'exemple du comportement de l'éleveur. On va lui faire des formations pour améliorer son comportement et adapter une meilleure relation homme-animal. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Ça va bien marcher. Sauf que bien souvent, malheureusement, la vie courante rattrape les formations qu'on a eues et les bonnes pratiques s'oublient, s'atténuent et des fois n'ont pas le bénéfice escompté. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça, on a beaucoup travaillé dessus. Il est préférable de jouer sur les attitudes des personnes. Et ces attitudes-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense des animaux? Est-ce que les animaux sont des êtres sensibles? Est-ce que les animaux ont des capacités sensorielles? Est-ce que donc vraiment jouer sur les attitudes et les perceptions des apprenants plutôt que sur leur comportement. Et ces attitudes-là vont modifier de manière pérenne et bénéfique le comportement. Ça a été très bien montré, par exemple, par Job Lensink sur le veau de boucherie, et puis aussi à différents moments. Et du coup, travailler sur les attitudes pendant la formation va avoir un impact positif sur le comportement, donc va aboutir à une meilleure relation homme-animal, mais même plus globalement, va améliorer les pratiques quotidiennes de l'éleveur, même celles qui n'ont pas fait l'objet véritablement de leur formation. Donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est pour ça que lors des formations, on insiste toujours sur une partie théorique. Quelle est la définition du bien-être? Quelles sont les capacités cognitives, les capacités de représentation, les émotions des animaux et pas aller tout de suite sur une évaluation, un comportement de l'éleveur. Troisième point, pour modifier ces attitudes-là, enfin, quatrième point, pardon, pour modifier ces attitudes-là, il est important de donner du sens. Ça ne marchera que si on donne du sens lors de la formation et qu'on fait comprendre aux gens quelle est l'importance de ces attitudes-là. Bien souvent, le bien-être animal, alors, il est perçu, peut-être à juste titre, comme une contrainte. Effectivement, quand on est éleveur professionnel et qu'on voit les attaques médiatiques de certaines associations ou même des journaux grand public qui titrent certains articles, on se dit le bien-être animal, c'est une contrainte. D'autre part, bien souvent, quand on discute avec les différents professionnels, ils nous disent, moi, le bien-être animal, j'en fais tous les jours et je ne vois pas pourquoi je me formerais. Et dans ce cas-là, changer les attitudes, ça va être extrêmement compliqué parce qu'il y a déjà un frein à ça. Et donc, ça va jouer sur la bonne volonté des apprenants et on va avoir des formations qui vont être plus difficiles à mettre en œuvre et qui auront des bénéfices plus difficiles à atteindre. Et donc, il est important d'avoir pour ça une communication qui soit positive et de montrer les avantages d'améliorer le bien-être des animaux, de prendre en compte leurs capacités cognitives, d'utiliser les indicateurs comportementaux. Et donc, le premier principe pour ça, pour modifier ces attitudes-là et de donner du sens, il me semble que c'est ce qu'a présenté Alain, c'est le concept de One Welfare. Le bien-être animal est un concept qui est gagnant-gagnant. En améliorant le bien-être de l'animal, on va améliorer le bien-être de l'humain. En améliorant le bien-être de l'humain, on va également avoir des conséquences positives sur le bien-être de l'animal.
et de la même manière avec la préservation de l'environnement. Si on améliore le bien-être et qu'on y en a moins de maladies, on aura peut-être moins d'utilisation d'antiparasitaires, d'antibiotiques et donc une meilleure protection de l'environnement. Et là, on rejoint un peu la thématique du séminaire Agrinium, le concept de One Health santé globale. En fait, il faut avoir une vue globale sur ces différents facteurs et c'est ce qui donne du sens aussi aux formations et ce qui va permettre aux gens de se dire eh ben ouais, il faut que je change mes attitudes, ça a des impacts positifs pour les animaux, mais également pour moi. Et on l'a bien vu avec l'exemple de Eben, ça a été co-construit avec des retours fréquents pour montrer les intérêts et pour pouvoir impacter positivement. Mais cette formation, elle doit absolument aborder ces concepts-là. Le deuxième, alors sans faire de pub, c'est une communication positive, c'est de montrer que ces améliorations-là, on le voit avec l'étiquetage bien-être animal, elles ont des bénéfices pour les consommateurs, pour les professionnels, pour les animaux. Et donc là aussi, il faut avoir une approche multicritère. Et donc, on est bien dans une approche globale de ces questions-là, tant pour les animaux que d'un point de vue communication et différentes pratiques. Et donc, pour conclure, là, c'était un peu l'objectif de Philippe, de nous réunir tous les trois, c'était de montrer le lien, l'importance du lien recherche présenté par Alain. On a développé des outils, valorisation, comment ces outils-là ils sont appliqués sur le terrain. Donc ça, c'est Isabelle. Et ma troisième partie qui était plus, eh ben maintenant, il faut disséminer, diffuser les bonnes pratiques. Et puis hier, on a fait une intervention lors du comité consultatif du CNR. On sait que la partie diffusion est extrêmement difficile à atteindre parce que c'est difficile de toucher tout le monde. Le deuxième point, c'est de travailler à donner du sens et à changer les attitudes. Et donc, faire une formation basée sur le comportement ou sur l'évaluation sans aborder les éléments qui vont permettre de modifier les attitudes des apprenants n'auront que peu d'efficacité. Et enfin, le troisième, et là, je vous l'ai déjà dit, la diapo suivante, c'est l'importance d'avoir une approche globale. C'est vrai pour plein d'éléments. C'est vrai pour le One Health et c'est vrai pour le One Welfare. On ne pourra pas y arriver et avoir une amélioration concrète des animaux si on n'aborde pas ça collectivement dans une approche globale. Voilà, je vous remercie et on est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Luc. Donc, effectivement, vous gardez maintenant votre micro allumé puisque je vais vous reproduire les questions, les différentes questions. Alors, Alain a commencé à répondre à quelques questions, mais malgré tout, je voudrais revenir sur une ou deux questions qu'Alain a traitées. Une question de Massomé qui disait, mais finalement, je me pose la question du lien entre développement des mesures de bien-être animal et transition agroécologique. Quel est ce lien? Alors, Luc a un peu abordé le sujet en disant il y a dans l'approche santé globale, il y a lien environnement, lien bien-être animal, lien bien-être humain. Est-ce que ça a à voir avec la transition agroécologique ou pas forcément, ou c'est autre chose? Qui veut parler de ça? Je peux commencer. Oui, je voulais répondre à Massomé et puis en fait j'ai fait une fausse manip, donc je me suis arrêté d'essayer de répondre en même temps. Oui, c'est une approche très complémentaire et je dirais à partir du moment où dans la transition agroécologique, c'est vraiment changer de dimension dans les pratiques, c'est une approche plutôt intégrée au global. Et la gestion, je dirais, de l'animal, la gestion du bien-être des animaux fait partie des pratiques de l'agroécologie où on va tenir compte en fait des capacités aussi à la fois physiologiques et comportementales des animaux et pour aller au-delà de l'évaluation du bien-être, c'est aussi pouvoir faciliter l'expression des comportements des animaux, de leur capacité de robustesse, de rusticité, de résilience dans la pratique même de l'agroécologie, donner plus de rôle à l'animal, aux animaux et en fait contribuer en quelque sorte à la succès du résultat de la production de ces animaux. Merci. Ouais, si je peux compléter, Philippe, Oui. je pense qu'effectivement, Alain l'a dit, mais il y a aussi un lien avec, donc pas que le lien avec la santé, il y a le lien avec la productivité. Hein. On sait que des animaux dans un meilleur état de bien-être ont une productivité généralement améliorée. S'ils ont une meilleure productivité, il y a besoin de moins d'intrants, il y a besoin
éventuellement de moins d'animaux. Et donc, tout ça, ça participe à la transition agroécologique et à la lutte contre le réchauffement climatique ou la préservation de la biodiversité également. Ok, merci. Alors, avant de passer aux questions effectivement de productivité et du lien avec le coût que peut entraîner le bien-être animal pour les producteurs, il y a plusieurs questions sur ce sujet-là. Il y a une question peut-être pour Alain encore de Yves. Bonjour, ces indicateurs de BEA sont-ils utilisés, hein, les indicateurs que tu as présentés dans le cadre du programme européen, et comment sont-ils partagés dans l'ensemble de l'Europe? Est-ce qu'il y a vraiment un partage au niveau européen? Oui, première réponse, c'est oui, ils sont partagés et on a eu une très belle illustration par Isabelle du fait que en fait l'application Eben s'est inspirée, plus qu'inspirée, de la démarche qui a été définie par le protocole, le Welfare Quality, le projet Welfare Quality, et puis par la suite les projets AWIN. Animal Welfare Indicator. Et actuellement, enfin, depuis la fin du programme européen 2010, il y a eu la création du réseau Welfare Quality au niveau européen et qui permet en fait de fédérer toutes les initiatives qui tournent autour de l'évaluation, de l'utilisation de ce protocole d'évaluation adapté à des contextes très variés en Europe et qui chaque année grossit en fait. Et c'est l'occasion aussi de réactualiser les protocoles en fonction des retours d'expérience. Donc, c'est vraiment le référentiel sur lequel toutes les initiatives que l'on peut voir sur les différentes espèces en différentes situations d'élevage s'inspirent. Et je pense que ce qui est intéressant de retenir, c'est la mise en place de ce réseau au niveau européen dorénavant et qui permet de garder un outil et un principe toujours réactualisé. Du coup, au-delà de l'Europe, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, en Chine? Ça bouge aussi? Aux États-Unis, donc c'est des protocoles qui ont été mis en place même auparavant, bien avant la création de Welfare Quality. Il y a eu beaucoup de protocoles qui ont été mis, notamment par une chercheure Texas Temple Grandin, surtout sur l'évaluation et la facilitation d'amener des animaux au niveau des abattoirs. Mais des principes d'étiquetage sont réalisés, mais de manière très ponctuelle. Ok, merci. Alors, avant encore de passer aux aspects économiques, une question de Loïc à Isabelle. Est-il possible, dans la démarche scientifique que vous nous avez présentée, d'objectiver le lien entre BEA et gain de performance sanitaire? Alors, Luc en a un peu parlé, mais comme vous avez parlé plutôt des gains zootechniques, bon, le sanitaire peut être inclus dedans, mais est-ce qu'on voit vraiment les effets et on peut le mesurer facilement? Oui, c'est-à-dire que oui, il y a il y a un principe sur les aspects santé. Donc ça, c'est des choses qu'on mesure facilement sur l'état des animaux, si on a beaucoup de petits, des sales, des boiteux, etc. Donc ça, c'est assez facile et c'est ce qui a été plus facilement pris en main par les éleveurs puisque c'est des choses qu'ils font déjà. Là, la différence, c'est qu'on fait des comptages, que c'est très codifié et donc ça permet d'obtenir une note. Donc ça, on le fait assez facilement. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est la partie comportementale, comme j'expliquais. Et pour rebondir sur ce que disait Alain sur la méthode Welfare Quality, qui est assez, sur la partie poulaitière, la méthode Welfare Quality, elle est assez longue. Donc là, l'enjeu, ça a été de faire en sorte de faire des mesures sur seulement 15 minutes et d'arriver à avoir des choses qui aient du sens, qui soient fiables. Et donc, on a revisité et les indicateurs et la manière d'obtenir de compter ces comportements. Ok, alors là, si je peux me permettre aussi vas-y. de compléter, Philippe, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que le bien-être, la santé, Alain l'a présenté, c'est un des 4 critères, un des 4 principes du bien-être, c'est une composante à part entière. Donc, l'amélioration du bien-être ne peut pas aller sans une amélioration de la santé. Enfin, je veux dire, à un moment, ça fait partie intégrante. Donc, à la différence de l'économie, qui ne fait pas partie du bien-être, la santé fait partie du bien-être. C'est un des 4 principes.
Donc, on ne pourrait pas avoir une amélioration dans un cas, une diminution dans l'autre. Enfin, ça irait pas. Okay. Et ce qui est important, c'est de rappeler voilà, cette interface, cette interaction qu'il y a entre la santé physique et le bien-être, comme l'a rappelé Luc à l'instant. Et il faut vraiment voir en quoi l'un peut impacter sur l'autre et vice-versa. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être appréhendé de manière simultanée. Ok, alors là, je vais prendre une série de questions qui portent sur la question du coût pour l'éleveur, du coût pour le consommateur. Donc je prends plusieurs questions qui vont dans le même sens. David, est-ce que tous les changements en faveur du BEA peuvent vraiment être rémunérés? Si ce n'est le cas, est-ce rédhibitoire pour autant? À l'inverse, Émilie qui dit les consommateurs poussent pour plus de bien-être. Est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher? Est-ce que vous voyez les études là-dessus? Et du coup, par exemple, tout à l'heure, on a parlé d'une communication positive. Est-ce que l'idée d'un label, donc là, c'est une question d'Arnaud, est-ce que l'idée d'un label BEA permettrait justement de valoriser les questions de surcoût pour prendre en compte le bien-être animal pour l'éleveur? Et puis, une autre question de Florian, en dehors d'une meilleure rémunération des éleveurs, comment la réalisation du travail est prise en compte dans les mesures visant à améliorer le BEA? Comment les éleveurs sont-ils associés à ces évolutions? Je vais m'arrêter là parce que ça fait 4 questions, mais l'idée, c'est en gros, est-ce qu'il faut forcément payer des éleveurs en plus parce qu'il y a vraiment un surcoût? Est-ce qu'il y a toujours un surcoût? Est-ce que ce surcoût, ça peut être valorisé sous forme de label? Ou alors, est-ce que les consommateurs, sans label, sont capables de payer ce surcoût? Peut-être je peux repartir si je parle du poulet de chair, de la segmentation qu'il y a actuellement, où on a du poulet, on va dire, standard, voilà. Et à l'opposé, on a du poulet label rouge, donc qui a des densités plus faibles, une croissance plus faible, qui a accès à l'extérieur. On a aussi le poulet bio. Et puis, entre deux, on a un poulet qui n'avait pas forcément bien trouvé sa place, du poulet qu'on appelle du poulet certifié. Et aujourd'hui, le mouvement des ONG, là, l'European Chicken Commitment, tend à remplacer ce segment intermédiaire par un nouveau poulet, finalement, on qualifie avec plus de bien-être. Et il y a en parallèle l'initiative de l'étiquetage bien-être. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait quelque chose qui portait plutôt sur les modes de production, label rouge, standard, etc. Et il y a eu la volonté au départ par Casino, et après c'est le référentiel AEBEA, d'avoir un étiquetage sur le bien-être. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, du poulet label rouge, il peut être noté A ou B en fonction de ses résultats. Ça va depuis l'élevage jusqu'aux conditions d'abattage. Et puis un poulet, donc ça va jusqu'à la note E. Ce poulet intermédiaire qui serait classé C, avec plus de bien-être. Après, aujourd'hui, on ne sait pas trop, il y en a assez peu aujourd'hui qui sont commercialisés. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur? On ne sait pas trop, en fait. Est-ce que ça va être bien identifié? C'est à voir. Et donc, avec bien sûr un surcoût qui peut être important. Donc, est-ce qu'on va arriver à monter tout ce standard vers ce poulet qu'on appelle ECC, la European Chicken Commitment? J'en suis pas si sûre. Aujourd'hui, on importe quand même 46% de ce qui est consommé. Donc, il y a ce qu'on trouve dans la grande distribution, mais tout ce qui est dans la restauration et dans la restauration collective ou la restauration privée. Il y a toutes ces questions-là, on veut plus de bien-être, ok, mais est-ce que finalement on fait toujours attention à ce qu'on achète dans la restauration? J'en suis pas si sûre. Sur des produits transformés, j'en suis pas si sûre non plus. Donc, l'avenir le dira, mais peut-être qu'on aura certainement un gradient d'un certain nombre de types de produits en fonction aussi des bourses et de la capacité d'achat des personnes à acheter ça. Merci. Il y a d'autres réactions sur l'autre question, sur les questions de…
Consentement à payer moi, je d'un peux côté y comme de l'autre. aller, mais après, je te laisse la parole, Alain. Non, moi, j'ai dit que bien-être est un concept gagnant-gagnant. Effectivement, je pense qu'il y a quand même, si on améliore le bien-être, une amélioration de la productivité. Alors après, par contre, ce qui va poser souci, c'est quand il va falloir faire des investissements qui sont lourds. Par exemple, s'il faut diminuer fortement la densité, changer les cages, etc. Et là, par contre, l'éleveur, le producteur ne va pas s'y retrouver parce que les marges sont trop faibles pour qu'il s'y retrouve. Donc, améliorer le bien-être, effectivement, on a des gains de productivité. Donc, généralement, on a moins de pertes, etc. On a moins de charges indirectes également. Donc, c'est plutôt bénéfique. Là où ça va être compliqué, c'est quand il va falloir faire des investissements lourds. Et donc, à un moment, il faudra bien que le consommateur il accepte de payer pour supporter, pour aider à supporter ces investissements-là. Je pense qu'il n'y aura pas le choix. Voilà ce que je voulais rajouter. Alain, je te laisse la parole. Oui, ben, voilà, ben j'étais sur la même longueur d'onde que toi. En fait, oui, hein, il y a des choses qui peuvent être améliorées et ça ne peut. Il va y avoir un surcoût évident à partir du moment où on va chercher parce qu'une grande partie quand même des atteintes, c'est du fait de la forte densité pour certains systèmes d'élevage et que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour l'abattage. Donc les garanties de respecter l'animal sont quand même beaucoup plus restreints. Donc, forcément, en diminuant la densité, il y a un surcoût. Et ce surcoût, je pense, comme le disait Luc, responsabiliser le consommateur, il doit faire partie aussi de ceux qui vont pouvoir participer à financer ce surcoût, mais ça ne pourra se faire que si effectivement il y a une certaine transparence, une certaine information transparente sur la manière dont les choses sont pratiquées en élevage ou à l'abattage. Et donc, on ne peut pas dissocier la notion d'étiquetage avec effectivement le partage des responsabilités pour que effectivement ce ne soit pas porté par cette surcharge soit portée par l'éleveur, il est hors de question. Et ça, on doit l'avoir sur toute la chaîne en fait de production. Et donc là, c'est une approche qui dépasse en fait l'approche de la recherche et il faut vraiment qu'il y ait une stratégie partagée au niveau national, européen. C'est évident. Pour information, il n'y a pas de label, il n'y a pas de label de qualité hein, pour l'instant, hein, avec le cahier des charges certifié, etc. Non, hein, c'est juste la communication de certaines marques. Voilà, oui, et puis il y a des velléités pour le label rouge, pour en production bovine, donc d'y intégrer un protocole lui aussi donc qui découle de Welfare Quality et donc ça devrait faciliter les choses, mais actuellement imaginez un label ou un étiquetage spécifique bien-être animal sur tous les produits animaux. C'est difficile de l'envisager, comme Isabelle l'a rappelé, notamment pour la production avicole. Okay. Aujourd'hui, ça existe, l'étiquetage, il existe pour le poulet de chair, il est en cours de constitution pour le porc, je crois. Ça représente 15% ou 20% de la production. D'accord. Pour le porc, mais ce n'est pas un label, hein, c'est un étiquetage. Non, c'est un référentiel. C'est un référentiel. Il y a deux petites questions concernant l'application Eben pour Isabelle. Olivier qui dit l'application est-elle gratuite et téléchargeable pour regarder en détail les questions posées? Et Rebecca qui dit est-ce que ces outils sont adaptés pour tous les types d'élevage, entre plein air, bio, AB, etc. Donc, en fait, vous pouvez télécharger sur le store, vous téléchargez l'application, c'est gratuit. Ce qui est payant, c'est la licence d'utilisation pour avoir une gestion groupée d'un réseau d'éleveurs, en fait, pour avoir un back-office où vous pouvez avoir toutes les évaluations de tous les éleveurs. Et ensuite, l'évaluation, elle porte bien sûr sur tous les modes de production. Que ce soit du poulet type standard, du poulet label, du poulet bio. L'évaluation est faite exactement de la même manière. Lorsqu'on a accès à l'extérieur, il y a une évaluation en plus à l'extérieur, en fait. Alors, il y avait une question deux questions là, pour Alain, une pour laquelle il a déjà répondu sur les questions des émotions positives et Didier qui complète en disant est-ce qu'un comportement de fuite face à une menace extérieure, s'il est non entravé, est-il considéré comme positif, par exemple?
Je voulais remercier pour cette question assez intéressante. Moi, non, on peut bien sûr va dire en situation de danger, est-ce que c'est une expression d'un état émotionnel positif, mais je dirais, je pousserais le bouchon en allant un petit peu plus loin en disant, mais le fait que l'animal puisse se fuir par rapport à un danger, c'est déjà placer l'animal dans une situation quelque peu active et il a une certaine action sur le danger. Il peut mettre de la distance. Donc, quelque part, c'est pour lui aussi le fait d'avoir une possibilité de contrôler tout à fait un contrôle relativement réduit, mais donc ça le passe, il n'est plus dans le même état qu'un animal, comme dans l'exemple un animal qui serait attaché et qui ne pourrait absolument pas, qui subirait complètement la situation. Donc déjà, on voit bien que par le fait de pouvoir exprimer des comportements adaptés à les situations est un moyen pour l'animal d'avoir je dirais, une représentation moins contraignante, savoir que effectivement fuir le loup ou fuir un chien errant, ça a des limites par rapport à ses capacités. Mais c'est déjà pas la même chose que l'animal qui est dans une situation, je dirais, enfermée où il ne peut pas éviter mettre de la distance par rapport à un danger potentiel. Ok. Je reviendrai là sur deux questions de Laurent là, à propos de ces questions de situations particulières pour les animaux. Peut-être pour Luc, il y a deux questions sur les formations. Là, Nathalie dit, mais est-ce qu'il y a des vraies formations pour tout ce qui est transport des animaux et dans les abattoirs? Alain parlait qu'aux États-Unis, il y avait ce type de formation. Sur le bien-être animal, concernant le transport des animaux dans les abattoirs, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe en Ouais, termes ouais, de... il y en a qui sont faits par les instituts techniques, il me semble, hein. Oui. En tous les cas, pour les bovins, il y a IDEL qui fait des formations transport et abattage. Après, là, on n'a pas une visibilité toujours très claire sur tout ce qui se fait. Donc là aussi, c'est un travail qu'on doit mener collectivement sur le référencement de ces formations-là et pouvoir les mettre à disposition de tout un chacun. Mais oui, ça existe, ouais, il y en a. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu sais si dans l'enseignement technique et supérieur, il y a une place importante du bien-être animal dans les cursus de formation? Pour l'enseignement sup, il y a une place qui est devenue de plus en plus importante, hein, c'est sûr. Ça, progressivement, il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a enfin, beaucoup moins. Maintenant, il y en a partout. On a eu la chance que Agrenium aussi finance un MOOC sur le bien-être des animaux d'élevage, ce qui nous permet de rendre accessibles ces notions-là via un e-learning. Et pour l'enseignement technique, c'est inscrit dans le référentiel. Pour l'instant, ce n'est pas des modules dédiés. Je pense que ça serait bien d'avoir un module dédié pour apporter les notions dont je parlais de capacité cognitive et donner du sens, etc. Et donc, on essaie de travailler un peu avec les inspecteurs de l'enseignement technique pour améliorer cette question-là. Donc, la réponse est oui, c'est pris en compte. Ce n'est pas toujours suffisamment différencié pour qu'il y ait vraiment des apports de connaissances théoriques de base. Voilà. Merci. On va terminer par deux questions là, de Laurent qui sont un peu complémentaires et qui sont en lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, Alain. Une question en disant est-ce que c'est complètement tranché entre tout plein air et le stress généré par le prédateur ou le tout en cage avec le stress de promiscuité? Et une autre question, est-ce que quand on prend en compte le BEA, c'est vraiment le niveau individuel ou en moyenne sur une population? Parce qu'il dit, quand on voit les perchoirs surchargés, y a-t-il un combat et une hiérarchisation pour y accéder? En gros, est-ce que la dispute dans la population crée de l'émotion positive ou du stress très négatif pour la productivité et le bien-être? Moi, je Vas-y, peux Luc. répondre sur la première. Sur la première, tout tranché, tout plein air et tout cage. Alors là, on a pris deux systèmes très différents. Très extrême. Non, c'est deux extrêmes. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, hein. Chaque cas a des points positifs et des points négatifs par rapport aux multicritères du bien-être animal. Quand même, globalement, l'extérieur, le plein air a des avantages supérieurs, mais tout n'est pas toujours tout rose dans le plein air et il faut bien évaluer la situation. Et même entre deux élevages plein air, il faudra évaluer la situation parce que ça dépend de plein de facteurs. Donc, on ne peut pas schématiser comme ça. Alors, c'est sûr que la promiscuité en cage sans bouger est quand même très impactant négativement sur le bien-être des animaux. Donc voilà, mais ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc.
Oui, puis on peut ajouter qu'avec le développement du plein air, notamment en pondeuse, on voit surgir des maladies qu'on ne voyait plus. Donc, il y a les questions aussi sanitaires. Donc, c'est pas tout, voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Et je vais aller répondre à la question de Marion en même temps. Est-ce que s'il y a un parcours plein air, l'enrichissement du milieu dans un bâtiment, un intérêt? C'est la même réponse que je vais faire en fait. Il faut aller voir comment c'est le plein air et comment les animaux utilisent le plein air en fait. Il faut se rendre compte. Si vous avez un pré sans un arbre, sans un truc, le plein air, il ne sert à rien. Donc, il faudra peut-être mettre de l'enrichissement parce que les animaux ne sortiront pas. Si au contraire, il y a des bosquets, des trucs, ben là, ça ne vaudra pas le coup. Donc, il faut aller voir et il faut des évaluateurs. Oui, je peux juste compléter en mentionnant le fait que les questions de biosécurité, c'est effectivement la question essentielle pour l'instant. On la voit par rapport aux précédentes crises de la peste porcine, par exemple, ou de la grippe aviaire. Mais là où on a aussi à travailler beaucoup, c'est les outils d'évaluation jusqu'à présent ont été développés surtout pour des animaux qui sont en claustration, enfin en bâtiment. Et on doit retrouver, basé sur ce principe, les 4 principes de welfare quality, on doit redéfinir des indicateurs vraiment qui donnent du sens aussi sur ce que l'animal comment l'animal peut ressentir la situation à l'extérieur. Donc là, on n'est pas encore en mesure de tout satisfaire. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est d'y intégrer la génétique. Et que ce n'est pas en remettant des animaux qui ont été pendant des décennies sélectionnés pour être mieux adaptés en bâtiment qu'on va, en les mettant dehors, on aura la situation parfaite. Donc, il y a vraiment à la fois un travail sur l'expérience des animaux, sur la génétique des animaux, sur la pratique de l'éleveur. Et comme on le disait à chaque fois, c'est vraiment une approche globale qu'il faut surtout pas opposer les différentes composantes. Eh bien, nous allons terminer par cette conclusion d'Alain. Vous avez bien compris que le bien-être animal est essentiel aujourd'hui dans nos sociétés, mais la situation doit être approchée de manière systémique. Et donc, nous allons arrêter pour ce séminaire. Je vous rappelle que le prochain portera sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique et qui se tiendra le 9 novembre, puisqu'on fait une pause des 2 semaines de congé de Toussaint. Et on se retrouve le 9 novembre. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter pour avoir l'information au fur et à mesure. Merci à tous les 3, Isabelle, Alain, Luc, c'était passionnant. Je ne suis pas un spécialiste du bien-être animal et j'ai adoré. Merci beaucoup. Philippe. Merci à bientôt. Merci Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.